Devant quelques 10 000 de ses partisans, le chef de l'opposition au Malawi, Lazarus Chakwera, salue la victoire de la démocratie. C'est après la décision historique de la Cour constitutionnelle d'annuler la présidentielle de mai 2019. Au Lesotho, c'est une affaire d'homicide qui défraie la chronique au sommet de l'État. L'épouse du Premier ministre est accusée du meurtre de la présidente conjointe du chef du gouvernement. Elle s'est rendue à la police. Près de 3500 personnes sortiront des prisons en Algérie. Le président Tebboune vient de signer un décret portant mesures de grâce au profit des détenus. Cette clémence ne concerne pas les détenus du Irak. Ainsi se présente le sommaire du journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Devant quelques 10 000 de ses partisans, le chef de l'opposition au Malawi, Lazarus Chakwera, salue la victoire de la démocratie. C'est après la décision historique de la Cour constitutionnelle d'annuler la présidentielle de mai 2019, remportée indûment par le président sortant, Peter Mutharika. Reportage. Le chef de l'opposition au Malawi, Lazarus Chakwera, a salué mardi à Lilongwe, devant quelques 10 000 de ses partisans, la victoire de la démocratie après la décision historique de la Cour constitutionnelle d'annuler la présidentielle de 2019, remportée, dit-il, indûment par le président sortant, Peter Mutharika. Le leader du parti du Congrès du Malawi, MCP, avait échoué de justesse dans la course à la présidentielle en mai 2019. Les forces de sécurité n'étaient pas visibles à proximité du rassemblement organisé dans le calme à quelques kilomètres de la présidence, contrastant avec les violences qui ont émaillé de nombreuses manifestations de l'opposition ces derniers mois et fait au moins 2 morts. Maintenant que le jugement a été prononcé, c'est le Malawi qui a gagné, c'est la démocratie qui a gagné, c'est l'Afrique qui a gagné. L'Afrique est géniale, le Malawi est magnifique grâce à ce que nous sommes et ce que nous avons défendu. Le monde entier sait maintenant que quelque chose de bien peut sortir de ce pays. Le chef de l'opposition zimbabwéenne, Nelson Chamisa, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, entaché selon lui de fraude, s'est également félicité de la décision de justice malawite, y voyant un signe de bon augure pour le continent. Lundi, la Cour constitutionnelle lui a donné raison en ordonnant un nouveau scrutin d'ici 5 mois. Seulement 23% des procès-verbaux ont été vérifiés, a justifié la Cour, qui a aussi dénoncé l'utilisation injustifiable de fluides correcteurs blancs pour falsifier des votes. La commission électorale de Guinée-Bissau a de nouveau donné ce mardi Umaro Sissoko Embalo, vainqueur de l'élection présidentielle. Ceci après une vérification des procès-verbaux du second tour demandé par la CEDEAO pour tenter de sortir le pays de l'impasse politique. Reportage. Un mois après le second tour du 29 décembre, l'issue demeure disputée entre Umaro Sissoko Embalo, issu de l'opposition, et Domingo Simoes Pereira, le candidat du PAGC, le parti qui domine la vie politique depuis des décennies dans cette ancienne colonie portugaise d'Afrique de l'Ouest. La querelle dresse aussi la commission électorale contre la Cour suprême du pays. Une réunion s'est tenue mardi au siège de la commission électorale nationale CNE, au cours de laquelle le représentant du gouvernement lié au PAGC a émis des réserves sur la validité des résultats selon un compte rendu publié par la commission électorale. En annexe de ce test, la CNE a publié un tableau des résultats sans changement par rapport à ceux annoncés le 1er janvier, accordant 53,55% des voix à Embalo et 46,45% à Pereira. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, médiatrice historique dans la crise en Guinée-Bissau, avait recommandé la semaine dernière, à titre exceptionnel, que la commission électorale engage une procédure de vérification de la consolidation nationale des données issues des commissions régionales du second tour. Les représentants des deux camps ont constaté le statu quo à l'issue de cette procédure qui s'est déroulée en présence des responsables de la CEDEAO, l'un pour le saluer et l'autre pour s'en plaindre. Il n'y a aucun changement. Le travail a été fait de façon objective. Aucun changement. Il n'y a eu absolument rien. C'était juste une consolidation des chiffres, comme l'avait annoncé la CNE. Et nous étions présents pour faire le constat. Pratiquement, il n'y a pas eu de changement. Sur Twitter, le PAGC a condamné une fois de plus le manque de transparence de la CNE, laissant augurer d'une prolongation des recours devant la justice.
Après avoir annoncé le report des législatives au 1er mars, la présidence a annoncé ce mardi soir que le scrutin serait couplé à un référendum constitutionnel. Ces deux consultations font l'objet de polémiques entre le président Alpha Condé et le Front National pour la défense de la démocratie et la Constitution en Guinée. Reportage. C'était le premier élément du journal de la télévision nationale. Ce décret appelant au couplage des scrutins législatifs et référendaires le 1er mars 2020. La Commission électorale nationale indépendante doit maintenant prendre toutes les dispositions matérielles et réglementaires pour ces scrutins cumulés. Un nouveau test fondamental qui provoque une forte défiance. Depuis la mi-octobre, le Front national pour la défense de la Constitution, une coalition de la société civile et des partis politiques de l'opposition, organise des manifestations contre cette profonde modification de la Constitution guinéenne de 2010. Une modification qui, selon les opposants d'Alpha Condé, vise à permettre à ce dernier de se maintenir au pouvoir au terme de ses 2 mandats constitutionnels fin 2020. Car pour le FNDC, la décision de coupler le référendum montre jusqu'où le président est prêt à aller pour rester au pouvoir. Le couplage ne serait, selon Abdourahmane Sano, coordonnateur de la coalition, que le dernier volet de ce qu'il appelle encore et toujours un coup d'État constitutionnel. Mais le pouvoir ne l'entend pas de la même oreille. Pour le directeur de campagne de la mouvance présidentielle, des raisons pratiques justifient ce couplage. Sur le plan économique, ça va coûter moins cher et ça va faciliter la mobilisation des militants. On n'a pas 2 campagnes à faire, on mobilise les militants pour 2 scrutins en même temps. Reste à savoir combien de Guinéens iront aux urnes le 1er mars et combien de doigts ils plongeront dans le pot d'encre. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est dit mardi confiant de voir le Nigeria remplir les conditions pour être retiré de la liste des pays visés par un décret anti-immigration des États-Unis auquel l'État le plus peuplé d'Afrique vient d'être ajouté par un Donald Trump. En recevant son homologue nigérian Geoffrey Onyema à Washington, Mike Pompeo a expliqué que les restrictions de visa d'immigration imposées au Nigeria et à 5 autres nouveaux pays visaient donc pour eux surtout l'objectif de les pousser à mieux vérifier les données des voyageurs. Je suis confiant quant à leur capacité à le faire, a-t-il déclaré à la presse. Une information sur laquelle nous reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Près de 3500 personnes sortiront des prisons d'Algérie. Le président Abdelmadjid Tebboune vient de signer un décret portant mesures de grâce au profit des détenus. Cette clémence ne concerne pas les personnes incarcérées dans le cadre du mouvement de contestation, le Irak. Reportage. C'est l'une des mesures retentissantes du président algérien depuis sa prise du pouvoir. Abdelmadjid Tebboune a signé ce mardi un décret graciant 3471 détenus ou non détenus condamnés définitivement et dont il ne reste de leur peine que 6 mois au moins à purger, a précisé la présidence dans un communiqué. Ce premier groupe sera suivi par un deuxième qui englobera des détenus condamnés définitivement et dont il ne reste de leur peine que 12 mois ou moins à purger selon le même communiqué. Toutefois, le décret ne concerne pas les personnes incarcérées pour des faits liés au Irak, le mouvement de contestation qui ébranle le pouvoir depuis bientôt 1 an. Cette grâce ne va pas toucher les détenus du mouvement car la plupart n'ont pas encore été jugés, a expliqué le coordonnateur du Comité national pour la libération des détenus. Il n'y aura pas de grâce pour eux car leurs affaires sont toujours en cours, a renchéri un membre du collectif d'avocats qui les défend. Le comité a recensé 142 manifestants actuellement en détention provisoire et 1300 autres qui font l'objet de poursuites judiciaires pour des faits liés à la campagne du scrutin présidentiel. Le décret présidentiel exclut notamment les prisonniers condamnés pour corruption, trafic de drogue ou terrorisme, selon les médias locaux. Pour les autos, c'est une affaire d'homicide qui défraie la chronique au sommet de l'État. Maïssa Kabane, épouse du Premier ministre, est accusée du meurtre de la précédente conjointe du chef du gouvernement en cavale. Elle s'est finalement rendue à la police. Les précisions. L'affaire fait grand bruit dans les couloirs de la primature. L'épouse du Premier ministre du Lesotho, Maïssa Tabane, est accusée par la police du meurtre de la précédente conjointe du chef du gouvernement.
Les faits remontent à 2017. Lipolelo Taban, âgée de 58 ans, alors épouse du chef du gouvernement, avait été tuée par balle en juin dans la capitale 2 jours avant l'investiture de son époux. Le couple était en instance de divorce. Maïsaï Taban a été accusé de meurtre, ainsi que 8 autres personnes qui se trouvent au Lesotho et en Afrique du Sud, a précisé la police. Les enquêteurs ont ajouté que la police avait un dossier solide concernant l'implication de Maïsaï Taban. La principale mise en cause, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, a pris l'initiative de son retour, a déclaré le porte-parole de la police. Elle a été cueillie à la frontière avec l'Afrique du Sud à la suite d'un accord entre son avocat et la police, a-t-il précisé. De nombreux éléments étaient apparus début janvier quand avait été rendue publique une lettre du chef de la police du Lesotho faisant état d'un appel téléphonique localisé sur le lieu du crime et passé depuis le téléphone portable du Premier ministre. Âgé de 80 ans, il a de son côté été interrogé le 22 janvier sur le meurtre. Sous la pression de l'opposition et de son propre parti, il a annoncé qu'il allait démissionner à une date qui reste à préciser. Le Lesotho a une longue histoire d'instabilité politique, illustrée par des coups d'État militaires en 1986 et 1991. C'est sur cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.